Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube pour parler d'athlé Showtime Track and Field. C'est la nouvelle chaîne d'athlétisme et on a essayé de reconstituer l'équipe de choc en compagnie de Mehdi Bala, mon bronzé pékinois toujours là, il est de retour. Ah, et très ravi de te revoir, Samir. Romain également. Et puis Romain Barras, bien évidemment le doré catalan, toujours là. Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver dans cette configuration. Ça faisait longtemps. Exactement, on va se régaler, on va parler un petit peu d'athlétisme. Alors c'est vrai que vous avez de nouvelles fonctions messieurs, hein, et surtout toi Romain. Donc on va être assez clair, les questions équipe de France, on se les gardera uniquement sur les fenêtres équipe de France. Donc c'est l'occasion, hein. Il y a eu les World Relays qui ont eu lieu, donc ça nous permettra aussi d'en parler un petit peu. Et puis on fera un petit point sur les championnats de France, les championnats d'Europe. On espère les Jeux Olympiques avec beaucoup de médailles et plein de bonnes choses. En tout cas, on va essayer justement de débriefer un petit peu toute l'actualité de l'athlétisme. Il y a eu plein de belles choses. Et c'est vrai qu'on remonte un petit peu, Romain, à 2 semaines, puisqu'il y a eu les World Relays. C'était pas le week-end dernier, mais celui d'avant, avec une configuration un petit peu particulière, parce que c'est vrai qu'il y a les qualifications pour les Jeux Olympiques hein, qui se jouait. Je récapitule un petit peu et puis tu me donnes ton point de vue. Hein. 14 qualifiés sur 16 équipes possibles par distance. Il y avait 5 relais au total. Et puis ce qui était particulier aussi, c'est que le premier jour, il y avait 2 qualifiés directement dans ces tours de qualification. Ouais, exactement. C'était vraiment une édition qui était historique parce que c'est la première fois que les World Relays ont cette saveur si particulière de délivrer un ticket pour les Jeux Olympiques. Et effectivement, comme tu disais, il y avait 14 tickets qui étaient donnés sur ce week-end avec un premier jour où les deux premières équipes de chaque série, il y en avait quatre, partaient en finale, mais surtout décrochaient directement leur ticket pour les Jeux Olympiques. Et après le lendemain, le deuxième jour, il restait 6 tickets par relais donc pour se qualifier. Et écoute, l'équipe de France, dans son ensemble, a été plutôt performante, on va dire. On avait fixé des objectifs qui étaient ambitieux, mais à la hauteur de la qualité de nos collectifs. On voulait avoir 5 relais, 5 quotas qualifiés à l'issue du week-end, et même aller chercher 5 relais en finale. C'était vraiment le mot d'ordre du début du championnat. C'est vrai en plus, Mehdi, que c'était un petit peu la politique et la philosophie. Nous, on en a souvent parlé hein, depuis qu'on travaille ensemble, mais c'est cet esprit collectif. Retrouver véritablement un esprit collectif en équipe de France qui peut apporter une certaine dynamique. Non, on l'a clairement vu, hein. On a apprécié le côté performance, mais nous, pour le coup, dans le staff, on a aussi apprécié l'ambiance globale qu'il pouvait y avoir dans l'équipe. Et encore une fois, on en a conscience, les performances viendront de là, de cette cohésion, de l'entente mutuelle qui peut y avoir entre les athlètes, mais aussi le staff. Et puis l'ambiance fait énormément de choses. La chance qu'on a eue, c'est qu'on avait des athlètes rapidement dans leur compétition, qui sont vite rentrés dans la compète, qui ont compris que l'enjeu était important et qui ont rapidement cherché le premier ticket. Et derrière, l'engouement fait le reste et tout le monde avait envie de faire partie des qualifiés le premier soir déjà. Donc c'était extraordinaire. Ouais, Alors, je donne le Samir, bilan. Vas-y, Romain, je t'écoute. ouais, juste Samir, c'est vrai que on le dit souvent, hein, la santé d'un collectif, la santé des relais dans une équipe de France donne la santé de l'équipe de France en général. Et vraiment, ils vont bien. Vraiment, ils vont bien. Je vais pas te dire, c'est pas tout rose, c'est pas le monde des bisounours. Forcément, il y a des tensions, c'est des groupes qui vivent et forcément, il y a des choses à ajuster. Et c'est notre travail aussi d'aplanir les choses qui parfois se disjointent un petit peu. Mais sincèrement, c'était vraiment un très beau week-end et, euh, et on sent une équipe de France qui revit et qui vibre. Alors, sans prendre parti, hein, moi je vous donne le regard extérieur parce que c'est vrai qu'on se côtoie plus aussi souvent qu'avant en compétition. Hein. On a toujours des nouvelles ensemble, on se donne des nouvelles, mais je vis plus avec l'équipe de France, je la vois plus. Et de l'extérieur, on a vraiment cette sensation qu'il y a un collectif qui est en train de se recréer et quelque chose qui permet peut-être d'apporter une dynamique pour les Jeux Olympiques. Ouais, Samir, je vais prendre la parole, hein, je laisserai après-midi peut-être en parler aussi un peu plus, mais c'est collectif, il y a un gros travail de fond qui est fait et je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. On a en France la chance d'avoir de très bons techniciens du relais. On a des Franck Ney, des Richard Curza, des Emmanuel Hurguin, des Olivier Valaes qui sont dans la tradition du relais français, qui connaissent cette tradition, qui l'ont à cœur et qui la transmettent aux athlètes. Ils se battent pour ça toute l'année, pour regrouper les collectifs, pour essayer d'agencer entre la progression individuelle, les programmations individuelles, mais aussi la programmation du collectif, parce qu'on n'a pas forcément les athlètes les plus rapides, mais on a les athlètes certainement les meilleurs en relais. Et c'est bien ce qu'on recherche dans le relais, c'est d'avoir le bâton qui arrive le plus vite possible au bout de la course. Alors Ouais, il cette faut le équipe, dire.
Il Vas-y, faut dire vas-y. aussi, juste à Samir, pour ajouter un petit mot, que le travail mis en place depuis quelques années, notamment avec les stages collectifs, les rassemblements qu'on fait régulièrement, le stage en Afrique du Sud qui a lieu au mois de décembre, l'investissement important que la fédération a fait autour de la réussite olympique nous aide aussi beaucoup, hein, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'argent qui sont investis autour de la préparation des athlètes. Là, oui, on a eu la chance de bénéficier d'un super stage à Jacksonville juste avant les championnats du monde de relais. Donc forcément, ça aide à créer encore plus cette cohésion. Moi, j'ai vécu des moments en interne. Alors, ça fait des années qu'on côtoie les équipes de France et que je travaille à l'intérieur des équipes de France. Mais là, on a vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se passait et que tout le monde était derrière, que chaque athlète était derrière l'autre et le staff aussi. Tout le monde faisait quasiment qu'un et il y avait déjà une saveur olympique et ça, c'était beau et appréciable. Alors on va commencer, c'est vrai que ces World Relays, ils ont commencé avec les relais mixtes, hein, qui est une nouvelle épreuve, même si ça fait maintenant 5-6 ans que c'est vraiment confirmé dans les grandes compétitions internationales. Ce relais mixte qui, lors des qualifications, Romain fait deuxième, 3-13-53, derrière la Pologne, bien emmené par Thomas Jordi, Amandine Brossier, Gilles Biron et Louise Maraval, la nouvelle sensation du 400 mètres féminin. Là, on sent aussi qu'il y a eu une vraie réflexion sur la constitution de ce collectif. Oui, bah, le relais mix, c'était un de nos relais très forts. C'était le relais qui devait lancer le championnat. C'était le relais qui devait aller chercher ses premiers quotas olympiques directement le samedi. Donc, on avait la volonté d'y mettre la meilleure équipe possible. Et c'est ce qui a été fait. On arrive avec un chrono qui est très bon, je dirais, sur la période de préparation des athlètes. Parce que il faut pas l'oublier, hein, sur les chronos, les athlètes sont pas aussi en forme en début mai que quand on parle de fin août l'année dernière à Budapest. C'est indéniable. Les athlètes vont encore monter en puissance. Malgré tout, ils ont vraiment répondu présent par rapport à la concurrence internationale et ils font une super série. Alors une superbe série effectivement derrière la Pologne, ça permet d'obtenir tout de suite le ticket Mehdi et ça j'imagine que ça doit tout de suite rassurer l'équipe parce que première compétition, tout de suite on a une qualification olympique. Alors, c'est vrai que j'ai un peu spoilé le résultat tout à l'heure. Mais effectivement, quand on a une dynamique qui part de cette manière-là, avec un premier ticket d'entrée sur un relais qui a été alors, très intelligemment construit, hein, parce que la grosse problématique, comme vous le saviez, c'est qu'on avait l'enchaînement 400 mètres, enfin 4x4 mixte plus 4x4 historique, si on peut dire ça comme ça. Et ça n'a pas été simple de composer l'équipe. Par contre, tout le monde, encore une fois, a joué le jeu, était au rendez-vous. Et encore une fois, on a senti que tout le monde était hyper investi et à fond. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais sur le relais femmes, on a aussi vécu des choses assez incroyables, ce qui montre un petit peu l'énergie de ce qu'est l'équipe de France aujourd'hui et de l'envie qu'avaient les athlètes d'aller chercher tous les tickets possibles. Alors ce sont les États-Unis, hein, qui se sont imposés, là aussi avec des Matthew Bowling, Lina Herbie Jackson, Wellington Wright et Kendall Ellis. C'était surtout Bowling et Ellis, hein, Romain, qui ont mené tout ça. Record des championnats, 3-10-73 en finale. Ils vont être compliqués à aller chercher les Ricains aux Jeux Olympiques. J'ai presque envie de dire qu'ils enlèvent déjà une médaille à tout le monde. Et quand on sait que derrière, il y a aussi les Pays-Bas qui étaient extrêmement performants, ça va être très très dur. Oui, oui, c'est une épreuve qui est extrêmement relevée. Il faut aussi se souvenir d'où on part. Vous savez, Samir, pendant des années, nous, on a refusé, ou en tout cas, on n'a pas réussi, même en 2021, à se qualifier pour les Jeux Olympiques sur cette épreuve du 4x4 mix parce qu'on n'avait pas des athlètes qui, individuellement, étaient assez performants. La particularité du 4x4 mix, c'est que ça ouvre les possibles pour beaucoup de nations. Ça demande moins de densité. Il suffit d'avoir, entre guillemets, hein, uniquement 2 athlètes hommes et 2 athlètes femmes forts, alors que pour le 4x4 traditionnel, eh c'est 4 athlètes femmes, 4 athlètes hommes. Donc ça demande vraiment une densité. Là, c'est beaucoup moins grand. On le voit par exemple avec les Bahamas. Hein. Les Bahamas qui ont 2 athlètes qui sont des fusées, Shawnee Miller-Wibo et Steven Gardiner. Et puis derrière, des athlètes qui sont d'un niveau un peu plus moyen. Mais malgré tout, eh bien, ils font 6e ou 7e de la finale. Parce que quand on a des athlètes qui mettent 2 secondes à leur concurrent sur un parcours, eh bien, ça fait la différence à la fin. Alors, je reprends justement un petit peu ce relais. On a chez les Pays-Bas Lieke Klaver, 11,33. Elle a couru au 100 mètres pour une coureuse de 400. Ça, c'est quand même sacrément hallucinant. Et puis, Femke Bol, l'affaire de Lens. C'est un petit peu l'image de ces championnats aussi, Mehdi, hein. Les Pays-Bas qui construisent petit à petit à la fois des individuels, mais aussi des collectifs. Ouais, c'est vrai, et avec des stratégies, encore une fois, qui sont discutables, hein. Ils ont fait des choix, le choix de remporter la médaille d'or sur le 4x4 mixte.
et pas forcément jouer le jeu de l'historique. Ouais, pour laisser peut-être Fenkable un petit peu tranquille dans une année qui va être hyper complexe et longue pour elle. C'est une nation qui aujourd'hui nous surprend un petit peu tous les jours, qui arrive à sortir des athlètes d'un calibre assez impressionnant. Et puis oui, aujourd'hui, Funkable est une star de l'athlétisme mondial. À chaque fois qu'on la voit sortir, enfin, moi en tout cas, je suis très impressionné par sa manière de courir, comment dire, par sa confiance aussi quand elle court, par son schéma de course, qui est à mon avis très, très recherché aussi et très réfléchi avec son entraîneur. C'est une athlète importante aujourd'hui dans l'athlétisme. C'est quelqu'un qui fait rayonner l'athlétisme au niveau mondial et dont on a besoin. Et elle est européenne. Donc c'est beau, appréciable encore une fois. Et ça montre que tout le monde est en capacité de créer ce genre de surprise, et même nous pour le coup. Et je pense que Samia, ça vaudrait le coup, hein, dans un prochaine podcast, une prochaine émission, de pouvoir revenir justement sur cette politique qui est mise en place aux Pays-Bas pour réussir à avoir ces minima. Parce que à la base de tout ça, il y a un homme qui était en Suisse, qui est arrivé en Hollande, qui s'appelle Laurent Meuvely, qui a construit vraiment cet athlétisme aux Pays-Bas, et grâce à des mesures très fortes qui peut-être qu'en France ça passerait pas, mais en tout cas lui il a pris ses mesures et aujourd'hui on voit les résultats que ça peut donner. En tout cas, Laurent Meuvely, je suis en contact avec lui, donc il y a de fortes chances qu'on l'ait effectivement dans le podcast. On le recevra et on pourra justement échanger avec lui. On continue avec le 4x400 mètres masculin romain. Malheureusement, ils n'ont pas fini, j'allais dire disqualification, absolument pas. On a Thomas Jordier qui s'est blessé sur le premier relais. Et ouais, Thomas Jordier après le passage de David Sombe qui fait un très très bon premier parcours, hein, qui passe le témoin pratiquement avec le meilleur temps du premier parcours. Et Thomas sur les 50 premiers mètres sent une douleur sur l'avant de la cuisse et est obligé de s'arrêter et donc le relais ne va pas au bout. C'est très dur à ce moment-là pour l'équipe de France parce que tout le monde pense à Thomas Jordier. On est sur une année olympique, on sait qu'une blessure qui arrive en plein effort, en pleine vitesse, qui oblige l'arrêt, eh bien c'est forcément une blessure grave, une blessure qui va demander de l'arrêt dans la préparation individuelle. Au-delà, je dirais même de la qualification du relais, parce que là, on se dit, bon, bah, on prendra notre chance le lendemain. C'est vraiment, vraiment la déception pour Thomas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, il y a beaucoup de questions qui se posent, et notamment qui arrivent des journalistes. Hein. Pourquoi vous avez fait doubler Thomas Jordier? Pourquoi lui, il doit doubler? Bah, très simplement parce qu'aujourd'hui, Thomas, eh bien, enfin, en tout cas, au moment des Bahamas, il avait fait une telle préparation hivernale, une telle préparation aussi des Bahamas, que c'était l'un voire l'athlète le plus en forme des collectifs relais 4x4. Et il nous avait expressément demandé de pouvoir doubler. Parce que lui, il sentait de pouvoir doubler, il sentait qu'il avait la caisse. Et puis, il faut le dire clairement, on avait 4 athlètes vraiment, je dirais, au-dessus des 4 autres. On avait 4 athlètes, les 4 titulaires du 4x4 du samedi avaient un niveau de valeur chronométrique au moment du 4x4 du samedi des Bahamas. Je ne dis pas que ce sera le cas dans toute la saison, mais en tout cas, à ce moment-là de la saison, c'était vraiment une valeur au-dessus. Et si on voulait aller chercher la qualification dès le samedi, il fallait aligner cette équipe-là. Et c'est vrai, Mehdi, alors toi tu es proche de Thomas, tu vas pouvoir nous donner quelques nouvelles, mais il a fait une grosse préparation hivernale, on va en parler dans un instant, mais il est parti avec ses potes du collectif 4x4, enfin certains de ses potes en Australie. Il avait fait une grosse rentrée à Perth en 46-17 avant d'enchaîner à Adélaïde 45-52. 45-89, c'est vrai qu'il était sorti tôt justement pour être tout de suite dans le rythme, Thomas, mais à l'image justement des autres, hein, parce que il y a Gilles Biron, Théo Andran, Ludovic Ousseni, tout ce groupe là qui est entraîné par Marc Vecchio, ils ont vraiment fait le choix de démarrer leur saison très tôt. Alors, pour Thomas, précisément, c'était effectivement, comme c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal ces 2 dernières années, il avait réfléchi au niveau du ranking pour essayer de gagner le maximum de points, essayer de courir le plus tôt possible, pour essayer de rentrer dans un ranking correct et surtout réaliser les minima pour les championnats d'Europe. C'était son but. Et derrière, bien entendu, Thomas est un des leaders, enfin, par le comportement, mais aussi par les performances de ce relais 4x4. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui est hyper engagé dans ce projet-là et qui avait à cœur effectivement de qualifier ses équipes pour porter un petit peu le rôle de leader qu'il peut avoir au sein de ce collectif-là. Donc là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, il marche bien. Bah, d'ailleurs, il est là, et pour rien vous cacher, il est là, à côté de moi. Il va très bien, il arrive à marcher. Alors, la problématique qu'il va y avoir maintenant, vous savez ce que c'est, hein, parce que dans les pathologies comme celle-là où on ressent des choses et que rapidement on ne ressent plus rien, on a l'impression qu'on peut revenir en compétition hyper rapidement. Sauf qu'il faut effectivement être très patient et suivre le protocole de rééducation à la lettre.
c'est ce qu'il va s'atteler à faire pour essayer d'être présent au championnat de France. En tout cas, c'est l'objectif qu'il s'est fixé. Alors moi je voulais vous parler justement de cette petite histoire, hein, Romain, Mehdi, de ces athlètes du collectif 4x4, qui est un peu né, on s'en souvient, du côté de Budapest l'an passé avec cette superbe médaille. Et ils ont pris la décision de partir aux antipodes, hein, cet hiver, justement pour aller chasser d'une part les minima potentiels en individuel, mais aussi pour avoir un maximum de courses en extérieur. On a Gilles Biron, hein, qui est parti, Thomas Jordier, Théo Andan, Ludovic Ousseni, je le disais, il y avait Fabricio Saidi qui fait partie de ce groupe de Marc Vecchio. Ils ont fait un petit tour en Australie et ils ont fait un petit peu une espèce de colonie de vacances, toute proportion gardée, parce qu'ils ont pris des Airbnb, se sont organisés, ils ont payé leur billet d'avion, ils ont tapé dans leurs aides personnelles en se disant on tente le pari et on se rend compte que ne serait-ce que dans l'esprit, Romain, ça paye. Oui, oui, c'est un esprit extrêmement professionnel avec une stratégie derrière effectivement, d'aller chercher les meetings un peu bien rankés aux antipodes et notamment en Australie. Ils ont aussi couru en Afrique du Sud, je crois. Ouais. C'est une stratégie qui aurait pu être payante, qui peut être payante, hein, d'aller chercher des points à ce moment-là de l'année. Euh, c'est quelque chose qui avait été aussi réfléchi avec le responsable national des relais, l'entraîneur national des relais, parce que avec cette échéance qui était les Bahamas, il ne faut pas oublier que forcément, c'est toute cette complexité du relais, c'est qu'on doit, encore une fois, manager les progressions individuelles sans oublier la progression collective du relais. Et ça, c'est pas évident parce que l'échéance des Bahamas, elle était couperée. Elle était couperée, je le répète, hein, pour la première fois, ça donnait ses tickets olympiques. Quand il reste que 2 places au temps pour les 2 meilleures nations au temps qui ne sont pas qualifiées aux Bahamas, et ben, ça met une petite pression quand même. Alors justement, on va faire le bilan très rapide sur ce relais masculin 4x400 mètres. Éliminé donc au premier tour. Sur le repêchage, malheureusement, franchement, c'est ultra rageant parce qu'ils finissent troisième de leur série derrière un Brésil qui a été mais magistral. Ils ont été vraiment très très bons les Brésiliens et puis Trinité et Tobago. 3-0-2-44 à seulement 5 centièmes donc de la deuxième place et du billet qualificatif automatique pour les Jeux Olympiques. Il n'en reste pas moins que pour le moment, on le disait, 14 qualifiés aux Bahamas, 2 tickets supplémentaires au chrono jusqu'au 30 juin. Et on est en bonne position, Romain, parce que aujourd'hui, on est à 2,58. Alors, je dois le retrouver le chrono, mais c'est 2,58, 42, 45. 2,58, 45. De mon avis personnel, je vois pas une nation aller battre ce record. Même la Jamaïque qui va tout tenter. Alors, je sais que toi, tu dois garder une certaine réserve, mais Non, mais Samir, vous avez gardé votre expertise, votre sensibilité à l'athlétisme, hein, même si vous avez passé un petit peu de temps en dehors des pistes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et je le disais juste après, s'il y a bien un relais qui devait se planter, c'était le 4x4 hommes. C'est sur celui-là qu'on peut avoir un joker. Et j'espère qu'on va réussir à le saisir, ce joker. En tout cas, qui va s'ouvrir à nous. Parce que, comme vous le disiez, aujourd'hui, on est la première nation, le premier chrono des nations non qualifiées. Et donc, on a 3 nations qui peuvent venir essayer de nous chercher. Ces 3 nations, c'est la Zambie, qui a couru la assez Zambie. vite en début d'année. C'est la Jamaïque, qui était en finale avec nous à Budapest. Et c'est la Hollande. Donc, les 2 premières nations, on ne va pas les revoir. Par contre, la Hollande, on va courir contre elle au championnat Au d'Europe. championnat d'Europe. Donc là, voilà, au championnat d'Europe de Rome, début juin. Donc là, il va y avoir du mano à mano. Il va y avoir, voilà, au-delà de nous battre, la Hollande doit faire mieux que nous. Et ça, c'est vrai, hein, ne l'oublions pas, les 2,58-45, c'est le record de France. C'est record de C'est-à-dire que France, c'est un chrono énorme. ces athlètes, ils ont battu le temps qui avait été fait par l'équipe de France qui avait été championne du monde à Paris 2003. Donc c'est pas un chrono, c'est pas le chrono de tous les jours, hein. Donc on peut avoir un peu de confiance et même moi qui suis plutôt un pessimiste, je suis un peu confiant. Et d'ailleurs, Mehdi, quand je reprends la nation qui s'impose aux Bahamas, c'est les États-Unis, 2,59,95, meilleur chrono de la saison. Ils sont encore très loin de ces 2,58,45. Donc il y a vraiment de quoi être optimiste. C'est là où vous êtes bon, Samir, c'est que vous connaissez un petit peu la sensibilité de vos consultants et vous savez que Romain est un pessimiste dans l'âme et que moi je suis plus un optimiste, effectivement. Et moi j'y crois à fond. Très sincèrement, j'ai le souvenir d'être allé voir Romain directement après la course. Effectivement, on était un petit peu déçus sur le coup parce que c'est pas joué à grand chose, mais on s'est tout de suite dit qu'effectivement, s'il y avait une équipe qui devait passer à côté, je mets les guillemets parce que c'est vraiment pour nous, comment dire, ouais, on va pas dire une surprise, mais si encore une fois, s'il y avait une équipe qui pouvait faillir à ce moment-là, c'est celle-là.
Donc quelque part, c'était pas, comment dire, on aurait aimé être la seule nation, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de nations qui ont qualifié 5 relais les premiers jours, on l'a pas été, on aurait aimé être une des nations qui en a qualifié 5 au final. Maintenant, on se dit que le 4x4 masculin a toutes ses chances de passer, et pour le coup, moi j'y crois à fond. Je suis même quasiment sûr qu'il le ferait. Voilà. Bon, on y croit. Je voulais vous parler aussi du Botswana, qui est une nation véritablement émergente, même si on sait qu'elle a toujours été très performante dans les relais 4x4. Il y a toujours eu des très très bons athlètes au Botswana. Mais Romain, il y a un athlète qui est en train là d'émerger comme c'est pas possible, c'est Letsil Tebogo. C'est une vraie sensation et c'est peut-être lui le futur visage de l'athlétisme. Ouais, ouais, ça fait quand même plus de 2 3 ans qu'on le voit. Il a vraiment éclaté l'année dernière à Budapest parce que pour un coureur qui avait battu, je crois, le record du monde junior du 100 mètres, Exactement. aller chercher assez rapidement derrière une médaille aussi sur un championnat majeur, c'est marquant. C'est marquant. C'est un athlète qui est très longiligne, tout en pied. C'est un mec il touche à peine la piste quand il court et il a un répertoire qui va du 100 mètres au 400 mètres. Donc c'est aujourd'hui assez remarquable pour pouvoir le signaler parce que souvent ces athlètes jeunes ils se contentent soit du 100-200 soit du 200-400 mais ce panel il arrive un peu plus tard un peu comme un Fred Carlet qui a allongé sa palette sur le tard. Euh, D'ailleurs dans un sens qui est non traditionnel mais bon bref ça c'est encore autre chose mais voilà c'est vrai que c'est un athlète qui est sensationnel. Alors, je vais vous faire un petit focus très rapide sur l'Etil Tebogo parce qu'on y reviendra et je pense qu'on l'aura en invité d'ici quelques semaines. Mais l'Etil Tebogo, c'est 9,91 à 18 ans, effectivement, record du monde junior, c'était en août 2022. Il avait battu ce record du monde qui appartenait à Trevon Bromel. 9,88, c'est son record personnel actuel qu'il a réalisé à Budapest lors de la finale des championnats du monde où il était devenu médaillé d'argent derrière Noah Lyles et juste devant Zarnell Hughes. 19,71, ça c'était il y a un peu plus d'une semaine maintenant à Nairobi, c'est son record personnel sur 200 mètres. Il avait été, ne l'oublions pas aussi, médaillé de bronze du 200 mètres du côté de Budapest. 30,69 Mehdi, record du monde officieux parce que c'est pas une distance reconnue, mais 30,69 sur le 300 mètres en février dernier. C'est là qu'il a vraiment marqué les esprits. Bah, ouais, c'est monstrueux, c'est énorme. Je rejoins ce que disait Romain, c'est un athlète complet qui est capable de courir vite du 100 mètres au 400 mètres. Donc forcément, on attendait de lui qu'il claque un gros coup maintenant à son âge, 20 ans, hyper précoce. Bon, il faut aussi dire qu'il s'entraîne avec une méthode européenne puisqu'il s'entraîne en Italie. Peut-être qu'effectivement ça aide. On a connu d'anciens Botswanais, notamment Nadja Lemos, qui s'entraînait du côté de l'Afrique du Sud avec des méthodes un peu moins carrées, on va dire. Donc là, j'imagine que Bah, il fait les trois en fait, Mehdi. Il disait il s'entraîne au Botswana, il s'entraîne en Afrique du Sud et en Italie pendant la saison estivale européenne. Là, j'ai eu son agent hier au téléphone, Federico Rossa, et il devrait arriver en Italie la semaine prochaine du côté de moi, je Regina. parlais plus de méthode d'entraînement, un petit Ouais. peu de patte italienne, peut-être dans la méthodologie, dans la planification. On sait qu'une planification, c'est hyper important, encore plus dans une saison olympique, encore plus quand il y a des qualifications sur relais à aller chercher, puisque ça reste une course en plus, très loin de la France, avec un décalage horaire conséquent. Donc voilà, moi, c'est là où on reconnaît quelque part des athlètes de très haut niveau, c'est ces athlètes qui arrivent à sentir un petit peu la planification de la saison, mais forcément, ils sont entourés. Et c'est là où il a peut-être une plus-value, ce garçon. Bon, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais sachez qu'il vient notamment du football et que son objectif principal, c'est non seulement d'être reconnu, mais aussi de faire reconnaître le continent africain. On en parlera certainement une autre fois, hein, messieurs, mais c'est vrai que les sprinteurs africains, là, ils sont en feu, ça sort de partout, et c'est plutôt bien, à mon sens, pour l'athlétisme mondial, Romain. Oui, 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 bah bien sûr, ça montre encore une fois, et ça, on essaie de le prouver, ou en tout cas de le faire comprendre à toutes les instances avec qui on peut traiter, nous, dans l'athlétisme français, c'est que s'il y a bien un sport universel, c'est l'athlétisme. Donc, un sport où tous les continents sont aussi représentés, eh bien, il n'y en a pas. Il y en a pas. Nous, on a le Botswana qui remporte des médailles d'or, des médailles dans un championnat du monde. On a des tout petits pays, L'Inde. l'Inde, les îles britanniques. Voilà, on peut aller en chercher beaucoup comme ça. Donc c'est vrai que c'est beau et puis ça montre cette accessibilité du sport quand on a simplement de quoi de courir, c'est-à-dire deux jambes et du pied.
On continue avec ces World Relays, on va accélérer un petit peu, Mehdi, avec notamment le relais 4x4 féminin. Là aussi, une très bonne nouvelle puisque dès le premier jour, elles se sont qualifiées 3:28,06 derrière la Pologne et devant la Jamaïque avec un relais emmené par Shanna Grebo, Fanny Pelletier, Diana Iskay et Camille Seri. C'est exactement de cette image-là dont je parlais à Samir tout à l'heure. Le dernier relais de Camille Seri qui est allé au bout d'elle-même pour aller chercher cette qualif et qui est resté très très longtemps, d'ailleurs, qui a été évacuée sur un fauteuil roulant parce qu'elle a fait un vrai malaise hein, pour le coup. Et de se dire à elle-même, effectivement, elle est allée au bout de ses forces pour aller chercher cette qualif. Encore une fois, c'est hyper représentatif de ce qu'est aujourd'hui l'esprit d'équipe de France en athlétisme. Pas mal de changements d'ailleurs dans la finale, Romain. C'était un choix de la part de l'entraîneur. Comment ça se passe? Estelle Raffaille qui est donc rentrée en finale avec Marjorie Vessière, Diana Iskay qui était toujours là, et puis la jeune Soukamba Silla. Oui, c'est vrai que c'est un choix du responsable de relais avec lequel on échange. Le but, c'est aussi vous savez, c'est comme dans un sport collectif, il faut faire vivre le groupe. Il faut que ces jeunes filles qui sont venues et qui ont investi 2 voire 3 semaines de leur préparation individuelle, eh bien, elles soient aussi un peu, entre guillemets, récompensées. Donc, elles puissent aussi courir en compétition, voir où elles en sont. Et, euh, et le but, c'est de faire tourner l'effectif, en fait, effectivement, puisque le samedi, comme le disait Mehdi, on avait fait le choix de mettre les 2 meilleures filles, encore une fois, je mets des guillemets parce que c'est les 2 meilleures filles du moment, sur le relais mixte pour pouvoir assurer la qualification du relais mixte. Et donc, on avait une équipe qui était avec des dents longues sur le relais traditionnel. Et elles ont vraiment assumé ce statut. Encore une fois, moi, je suis comme Eddy, je garde un peu en tête ce dernier relais de Camille, qui est la Jamaïcaine juste derrière elle, une Jamaïcaine qui n'est pas la dernière née. Et puis, elle résiste à ce retour de la Jamaïcaine pour aller chercher cette deuxième place. Ouais, c'est vrai qu'il manquait, du coup, elles étaient sur le relais mix, Amandine Brossier et Louise Maraval. Un mot rapidement sur le 4x4 féminin américain, messieurs, parce que pour moi, c'est un peu la Dream Team, et pourtant, elles n'étaient pas présentes et elles cartonnent. Elles font un chrono assez hallucinant, ces jeunes femmes. 3:21,70, meilleure performance mondiale de l'année. Karana Hayes, Gabrielle Thomas, qui est sprinteuse court, hein, plutôt 200 mètres, 100 mètres, mais qui a fait une pige sur le tour de piste. Bailey Lear et Alexis Holmes. Mais toutes les meilleures, Mehdi, pour le moment, ne sont pas sorties. On pense à Ating Mu, on pense à Sydney McLaughlin et plein d'autres. On se dit que c'est un peu la dream team de l'athlétisme en ce moment, le 4x4 On féminin. a on a très souvent parlé de profondeur de banc, Samir. Alors là, c'est plus une profondeur, c'est ouais, C'est c'est abyssal. abyssal. C'est C'est abyssal. abyssal. Non, mais on a l'impression qu'en tout cas, même sur alors ça a toujours été aux États-Unis, sur ce genre de discipline, sur le 400 mètres, sur le sprint long, ils ont toujours été extraordinaires au niveau américain. Ils ont toujours eu comment dire, une réserve assez impressionnante. Mais là, effectivement, avec le niveau de performance qu'ont les Américaines aujourd'hui, ils pouvaient se permettre de ramener l'équipe B, voire l'équipe C, pour qualifier le quota, parce que c'est le quota qui est qualifié, hein, c'est pas les athlètes qui constituent le relais, hein, ça reste le quota. Et effectivement, les Américains feront des choix. Alors, on peut trouver ça assez triste, violent, voire violent, parce que peut-être que les athlètes qui ont qualifié le relais aux Bahamas ne seront même pas présents aux Jeux Olympiques et verront ce relais quelque part à la télé, mais ils auront en tout cas participé à cet élan-là et à ce que les Américains feront en finale des Jeux Olympiques. Moi, j'espère encore secrètement que les Françaises que les Français les Françaises auront leur mot à dire dans ce relais-là, mais ça ne reste qu'un secret. Ouais, mais en même temps, c'est la magie des C'est relais, hein. jamais. Moi, la question que je voulais te poser, Romain, c'est est-ce que le record du monde est en danger pour le 4x4 féminin américain? Mais en même temps, c'est la magie des relais, tout peut arriver. Tout peut arriver. Rappelez-vous l'année dernière à Budapest, la Hollande en coude à coude avec les États-Unis. Faith Kebble, qui est quand même l'athlète qui marchait sur l'eau, et bien elle marche sur le tapis, elle marche dans le tapis et elle tombe à quelques mètres. Donc effectivement, tout peut arriver sur un relais. Mais néanmoins, moins sur le 4x4 que sur le 4x100. Parce que là, la valeur individuelle des athlètes est quand même beaucoup plus importante que le passage du témoin. Et quand on connaît la valeur des Américaines, c'est vrai que on peut s'attendre à des gros chronos cet été. Quand on voit une Sydney McLaughlin qui rentre en saison, là, qui commence à être performante, Gabi Thomas, parce que vous disiez qu'elle a été sur 200, qu'elle a fait une pige, mais moi je suis pas sûr qu'elle reste pas sur 400 mètres. Hein. 50 secondes 20 quand même, ça pique, hein, ça court hein, quand même. Hein. Même s'il y a des avions de chasse aux États-Unis, Gabi Thomas, elle est raide comme un bout de bois quand elle touche la piste, elle s'affaisse jamais cette fille. Elle est grande, c'est une liane. Franchement,
Je pense qu'un Laurent Meuvry, il l'aurait déjà prise par la main et il aurait dit, toi, ma grande, t'arrêtes de faire du 200, tu viens sur 400 parce que tu vas écraser tout le monde. Moi Ouais. je pense toujours ça quand on parle des Américains, puisque chaque athlète qui constitue ce collectif-là a aussi des objectifs individuels. Et encore une fois, c'est des filles qui peuvent jouer le plus haut niveau mondial, voire des médailles, qui vont être investies dans l'individuel avant d'être investies sur le relais. Et avec très souvent des planifications qui sont hyper longues, avec beaucoup de courses. Donc peut-être que ça peut se jouer là. Peut-être de la fatigue, peut-être que nous, on peut être effectivement mieux que les Américaines. On a peut-être avoir mieux récupéré que les Américaines, ou en tout cas mieux planifier notre saison et surtout nos Jeux Olympiques. Donc pourquoi pas, on verra, c'est à voir. Enfin, moi, enfin, toutes américaines qu'elles sont, elles peuvent faillir, on l'a déjà vu. Ah, un bâton qui tombe, une blessure, une mauvaise transmission. Enfin, c'est la magie des relais. On continue avec les femmes. Mehdi, je vais rester avec toi. Le 4 fois 100 mètres féminin. Là aussi, belle surprise. Ce collectif emmené par Franck Ney depuis pas mal d'années maintenant. 43,09 lors du premier tour, juste derrière les États-Unis, qui là aussi marché sur l'eau. Mais avec Orna Lolière, Gemina Joseph, Hélène Parisco et Mallory Lecomte, c'est une superbe performance. Ouais, enfin, on a été les premiers surpris et étonnés, même bien que nous, Moi, j'y croyais pas, je vais être honnête. Je pensais vraiment que s'il y en avait un qui pouvait se casser la gueule dans les relais, c'était celui-là. c'est vrai qu'on avait aussi on pensait aussi à ça, mais on pensait aussi à tout le travail qui a été fait sur le Radio 4x100 féminin avec Franck Ney aux mallettes. Hein. Romain en parlait tout à l'heure, des super techniciens qu'on a la chance d'avoir au sein des équipes de France. Franck Ney en fait partie. Et effectivement, il a réussi à amener une symbiose dans cette équipe-là. Comment dire, il a réussi à les faire travailler tout ensemble. Encore une fois, des relayeurs, c'est des individualités avec des sensibilités différentes, des vies différentes, hein, qui se relient le temps d'un relais. Effectivement, ça peut faire la différence, surtout que nous, encore une fois, on joue beaucoup sur la technique. On a besoin de cette technique-là, on a besoin qu'elle soit performante pour pouvoir être bon. Et là, moi, j'ai l'impression que l'alchimie a prise en finale, en plus dans un couloir qui n'était pas favorable. Donc, Eh oui. quelque part, nous, on sait, et on sait depuis longtemps que les filles sont capables de faire des belles choses. Elles l'ont prouvé lors de ces championnats. Ouais, parce que c'est vrai, Romain, moi je parle de qualification, mais il n'y a pas que qualification, il y a une médaille mondiale. Cette médaille d'argent, moi je la trouve totalement inespérée, et c'est ce qui fait aussi la beauté de cette finale, Mais, de cette mais, médaille, pardon. mais bien sûr, Samir, je pense qu'aujourd'hui, celui qui vous dit, mais moi je le savais qu'elles allaient faire deuxième, qu'elles allaient faire ah, franchement, c'est un menteur, c'est pas possible. Il n'y a personne qui pouvait mettre une pièce. Moi j'aurais dû parier, jamais je pariais sur ça. Mais par contre, il faut remettre, encore une fois, il faut remettre au centre la stratégie de l'entraîneur. Ce mec, Franck Ney, il est habité. Il est habité par le relais. En 2022, il sort de 2021. Déjà, il avait amené l'équipe de France féminine du 4x100 en finale des Jeux Olympiques. Elles avaient fait septième. Sauf qu'en 2022, il y a Carole Zaï, qui était une des taulières, Orlan Ombissa, qui est devenue Madame Ollière, qui est elle aussi enceinte. On a des filles blessées qui sont avec des blessures, notamment Cynthia Ludic à la cheville. On décide de ne pas emmener le relais 4x100 à Eugene. Franck, il me dit c'est une erreur, il ne faut pas faire ça, on reste sur ces trucs-là. Pour nous, il n'y avait pas le niveau. Il n'y avait pas le niveau, on ne l'envoie pas. Sauf que derrière, Franck, il n'abandonne pas. Tel un petit pitbull sur son bout de viande, il reste accroché à sa stratégie, il lâche rien. Il a monté le projet de bout en bout. Il n'a pas lâché les filles. Il les a entourées d'un préparateur mental et même de préparateurs mentaux, Christian Ramos et Julien Deville. Il a Vincent Yvelou, le data analyst qui travaille régulièrement avec eux. Il y a Fabien Lambolès qui est responsable du sprint, qui vient avec Franck l'aider, le suppléer aussi sur certains pans de la planification. Bref, tout est agencé pour que les filles soient performantes. Alors, il faut espérer que cette médaille d'argent, eh bien, ce soit un déclic chez les filles, parce que c'est possible. C'est-à-dire que là, quand vous parlez de 42,60, là, elles font 42,75 au couloir 1, ça vaut beaucoup mieux, ça doit aller chercher beaucoup mieux. Il ne faut pas oublier qu'à l'échauffement, Orlan Ollière, elle a une douleur au quadri, on est obligé de la remplacer, juste à l'échauffement. Ouais, c'était elle qui C'est devait partir, et finalement elle est remplacée pour la finale. Chloé Gallet voilà, la remplace au pied levé, et ça marche, et ça fonctionne, et ça fait 42,75. Ça peut arriver au jeu. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la magie des relais. Ça peut arriver. Elles sont en dehors de toute la bagarre qui se fait au 4, 5, 6, 7 là. Elles sont au courant, elles font leur course, une course magnifique, des super passages, etc. Et ça va au bout. Et bien, ça peut se passer à nouveau comme ça.
Et c'est vrai, Mehdi, hein, je t'en parlais quand on s'est eu au téléphone un peu après les World Relays quelques jours. Moi, j'ai trouvé justement ce passage entre Hélène Parisot et Mallory Lecomte assez incroyable. Et d'ailleurs, Hélène Parisot, elle était sur le podcast World Athletics il y a 2 jours, interrogée par Sanya Richards. Et elle a même tiré quelques larmes à Sanya Richards parce qu'elle disait, nous les filles dans le collectif relais, franchement, on est super soudées, on est des vraies copines et c'est notre état d'esprit qui nous fait avancer. Non, mais encore une fois, moi, je pense que le fil rouge, le vrai fil rouge de ces championnats du monde de relais, ça restera cette ambiance fabuleuse qu'on a eu la chance de vivre pour le coup. Des athlètes extrêmement investis et extrêmement fiers de toutes les performances de l'ensemble de l'équipe de France. On n'était plus sur des individualités, on était vraiment sur un collectif. C'est encore une fois une chose qu'on essaye de recréer depuis quelques mois et quelques années maintenant qu'on est en place. Et ça prend. Et quand on voit des athlètes heureux, des athlètes avec le sourire, des athlètes qui sont heureux d'avoir fait une performance individuelle qui est notable, mais aussi d'avoir qualifié leur pays pour l'événement majeur, j'ai envie de dire, depuis 100 ans qu'on va accueillir en France. Donc, ouais, tout le monde est hyper fier, et nous les premiers quelque part. Donc, encore une fois, tout ça, c'est des choix des techniciens, et notamment Franck Ney, qui fait en sorte que ces filles arrivent à vivre ensemble, deviennent copines, et quelque part sont même ensemble en dehors de l'athlétisme. Donc, moi, je trouve que notre rôle, c'est aussi de former des athlètes de haut niveau, de faire des athlètes de haut niveau, mais c'est aussi de faire des hommes. Et quand on voit des histoires comme ça, c'est beau. En tout cas, on le rappelle, médaille d'argent pour le relais 4x100 féminin, superbe performance, 42,75 en finale et surtout ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. On termine avec le dernier relais, Romain, le relais 4x100 masculin. Là aussi, c'était pas gagné, même si on sait qu'il y a de très très bonnes individualités, mais Michael Zezé, Jeff Ferius, Pablo Matteo, vraie sensation de ce début de saison et j'en reparlerai tout à l'heure, et Emeric Priam ont pris tout de suite le ticket devant la Grande-Bretagne en plus avec un bon chrono, 38-32 directement en qualif. Oui, oui, super qualif, il fallait répondre présent. Encore une fois, c'était vraiment l'objectif, de mettre ces relais en finale. Et puis, lors de la finale, ils ont là aussi répondu présent. Et là aussi, ils bénéficient d'un fait de course des Italiens, puisque les Italiens sont disqualifiés devant eux avec un passage, je crois, hors zone au niveau de Marcel Jacob. Je ne sais plus si c'est lui qui prend ou c'est lui qui donne. En tout cas, il est hors zone. Et eux font une course qui permet d'aller chercher une belle médaille de bronze. Et ça aussi, ça récompense tout un travail qui est mis en place, je dirais, la cohésion d'un groupe qui doit être travaillé par Richard Curza, qui le fait merveilleusement bien depuis plus de 2 ans maintenant. Effectivement, puisque au final, la France prend une médaille de bronze, elle finit quatrième de cette finale, mais un passage hors zone, effectivement, entre l'amante Marcel Jacobs et Lorenzo Pata, entre le 2 et le 3. Les États-Unis s'imposent donc à ces World Relays en 37-40, meilleure performance mondiale de l'année. Je vais y revenir dans un instant avec la composition. Le Canada, 37-89, bien évidemment, là aussi, c'est l'une des grosses nations mondiales. L'Italie, donc, disqualifiée, et la France qui prend cette troisième place avec un Pablo Matteo Mehdi qui est en train de se montrer après plusieurs années de blessures et ça c'est aussi une superbe belle histoire de ce début de saison. On devrait l'avoir rapidement dans le podcast parce que je vais faire une petite interview de lui très certainement ce soir et on pourra la poster. Ouais, Pablo qui a fait des choix cette année, de traverser l'Atlantique pour aller rejoindre le groupe Michael Anani, pour performer, mais aussi parce que l'ambiance du pays lui plaisait, que vous connaissez cet attachement aux États-Unis, enfin que les sprinters ont pour les États-Unis. C'est clairement ça, c'est clairement le message. Il vit bien là-bas, il se sent bien, et on sait très bien qu'un athlète qui est dans les bonnes conditions, qui travaille bien, mais qui est aussi serein dans la vie, c'est un athlète qui est performant. Et pour le coup, Pablo, il est en train d'exploser, et tout le potentiel qu'il nous avait déjà montré par le passé est en train d'éclater aux yeux du monde, tout simplement. Donc on a effectivement besoin dans un collectif d'avoir des individualités fortes, des chronos forts, des leaders par la performance, comme le dit très souvent Romain. Et pour le coup, lui, il est arrivé de manière fracassante dans ce relais-là, et quelque part montre à tous que c'est possible, et tout le monde a envie de suivre quelque part. Donc ça, nous, on trouve ça extraordinaire quand il y a des athlètes qui explosent, qui font des grosses perfs comme ça et qui amènent derrière un wagon. C'est très souvent le cas. Donc, on est très satisfait quand il y a des leaders comme ça en termes de performance. C'est vrai que ça doit être rassurant aussi, Romain, d'avoir maintenant une grosse densité de sprinteurs autour des 10 secondes, des Michael Zezé, des Jeff Ferius, des Ryan Zezé, des Pablo Matteo. Tout ça, ça montre vraiment un gros collectif qui maintenant, de façon individuelle, a des chronos et on sait que c'est une transmission de bâton. Donc plus ça va vite individuellement, plus ça peut aller vite collectivement.
On a toujours été dans les meilleures nations du monde au niveau de la transmission du bâton et de cette zone de passage. On a toujours été dans les meilleurs du monde. Euh, D'ailleurs, à un moment, c'était même ce qui faisait uniquement la différence. Dans les années 90, on était tellement bon par rapport aux autres qu'on palliait complètement la différence individuelle qu'on avait sur 100 mètres. Malheureusement pour nous, les nations, elles sont loin d'être bêtes, hein. Le Japon, les États-Unis, d'autres aussi nations, les Britanniques, etc. On se sont rendu compte que c'était pas si compliqué que ça finalement d'aller chercher un peu de travail technique pour améliorer leur transmission. Et ils l'ont fait aussi. Et c'est le meilleur exemple, c'est le Japon. Le Japon qui travaille énormément et qui ont aujourd'hui des passages hyper fluides. Ils passent d'ailleurs le bâton à la française par en dessous. Donc ils sont vraiment inspirés de notre tradition du relais. Nous, jusqu'à l'année dernière, c'est ce que Richard Curza disait, on a aujourd'hui ancré notre tradition du relais. Maintenant, il faut que les gars progressent individuellement. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été vachement mis en avant cette année, c'était de leur permettre d'avoir une progression individuelle et donc en les laissant un peu plus tranquilles, entre guillemets, sur les regroupements relais. C'est le cas. Les mecs progressent. Et comme vous le disiez, quand on a dans une discipline toute une émulation qui se met en place, forcément, tout le monde se tire vers le haut. Mehdi disait, hein, il en suffit d'un pour aller tirer un wagon. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Ryan, rappelez-vous Ryan l'année dernière, il est disqualifié en demi-finale de Budapest pour un faux départ. Il court quand même, il fait quand même 27 ou 20-18 au couloir 2. C'est un mec qui va très très vite sur 200. Pablo, c'est la même teneur. Michael Désir, on sait que c'est un mec qui vient de faire 10-16, c'est un mec qui va vite, qui est proche des 10 secondes. Jeff Arius, c'était notre pépite du sprint français. Donc voilà, on a cette qualité individuelle qui doit nous permettre d'envisager, et il faut qu'eux aussi se décliquent dans la tête, d'envisager des grandes performances avec le relais. C'est pas incompatible. C'est pas parce qu'on est très bon en individuel qu'on peut pas être très bon avec le relais. Ça doit être compatible. Le meilleur exemple, c'est peut-être Carl Lewis. Ce mec, il a été bon individuellement, il n'a jamais fait une croix sur le relais. Ouais, c'est vrai qu'avec son groupe, Mike March, Leroy Burrell, ça faisait quand même déjà une bonne ossature pour le collectif américain. Et d'ailleurs, je suis obligé d'en parler des États-Unis parce qu'on parle de l'actualité globale. Est-ce que pour vous, Mehdi, cette ossature américaine, c'est la meilleure ou est-ce qu'il faut y apporter quelques changements? Parce que franchement, là, c'était pas mal du tout. Si je reprends le collectif, Courtney Lindsay, au départ, je suis pas sûr moi que ce soit son meilleur positionnement. Peut-être en 3 au virage, ce serait pas mal. Kenneth Bednarek, qui est plutôt un coureur 400-200, qui se met un peu plus au 100 mètres, bah, il a la longue ligne droite opposée qui, en deuxième position, à mon avis, c'est le choix parfait. Kyrie King, qui est son partenaire d'entraînement avec Dennis Mitchell en 3, et Noah Lyles en 4. Il manque pour le moment Christian Coleman, Fred Kerley, Erion Knighton, Trevon Bromell. Ça pourrait faire un autre relais champion olympique. C'est aussi une des réflexions que j'ai eues quand je parlais de la profondeur de banc. Encore une fois, on est encore dans une profondeur de banc à 2 équipes pour le coup, parce qu'effectivement, les Américains seraient en capacité d'aligner 2 équipes, voire plus, et les équipes très, très performantes. Maintenant, on a la problématique de tous les gros égos, hein, et on connaît les égos des Américains, et on l'a dit tout à l'heure, le relais, c'est pas que que des performances individuelles, c'est aussi un passage de bâton. Et très souvent, dans l'histoire du relais, on s'est rendu compte, enfin, l'histoire nous dit, les Américains n'ont pas été forcément très bons au niveau technique, puisque eux privilégient justement cette performance individuelle. J'ai envie de dire que les Américains sont sur le papier, quoi qu'il arrive et quelle que soit la compo, favoris, avec bien entendu d'autres nations du sprint mondial comme la Jamaïque. Maintenant, va falloir réussir à recréer ça, cette émulation-là, et tout en sachant que tous les athlètes qui seront qualifiés aux Jeux Olympiques en individuel seront automatiquement des athlètes qui participeront au relais. Ça, c'est une donne qui est importante. Et vous savez, Samir, il y a une chose qui est importante à souligner, c'est que les États-Unis, ils ont cette culture relais. La culture C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Voilà, on se retrouve, Samir. Oui, toujours. Moi, je trouve, en fait, ce que je voulais dire, Romain, c'est que je trouve ça embêtant d'entendre tout le temps ces gens nous dire, les Américains, ils sont pas bons techniquement. Non, c'est juste des avions et la transmission, elle est toujours plus compliquée quand ça va plus vite. Ça va très vite, c'est des avions. Ils ont la culture relais parce qu'ils travaillent beaucoup en high school, en NCAA, parce que cette culture relais, elle est présente. Mais sauf qu'il y a un moment, il la travaille plus. Il la retravaille uniquement quand il se retrouve sur les championnats. Là, à mon avis, les premières séances de relais qu'ils ont faites ensemble, c'est aux Bahamas. Donc forcément. Alors je me permets juste un aparté justement, Romain, parce que ce qui était intéressant, c'est comme il y a 3 athlètes issus du même groupe, celui de Dennis Mitchell, ils l'ont pas mal travaillé, justement à l'entraînement. Et je pense que ça a aidé.
Parce que 3 membres du relais sur 4, puisque c'est Noah Lyles qui n'est pas dans leur groupe, ont travaillé les transmissions ensemble. C'est ce qu'ils ont avoué, c'est ce qu'ils ont dit. Et c'est pour ça, notamment, certainement, que Noah Lyles est en dernière position et que lui, il reçoit seulement ce témoin parce que c'est la position la moins compliquée à avoir avec le départ. Mais encore une fois, même si ça travaille, même, n'oublions pas, eux, ils sont soumis aux trials. Les trials, eux, il y aura pas de, voilà, ce sera les meilleurs qui seront sur 100 mètres. Ce ne sera pas les meilleurs relayeurs qui seront dans le relais. Ce sera ceux qui vont réussir à se tirer des trials. Et alors que nous, on a quand même des modalités de sélection qui font qu'on s'appuie sur un collectif relais pour le relais. Il faut être bon relayeur avant d'être simplement bon sur 100 mètres. Simplement. Ça, c'est entre guillemets, bien sûr. Mais parce qu'on sait très bien que ce qui se détériore dans le stress, eh bien, c'est cette qualité de passage. La main qui tremble au niveau de la donne ou de la réception. Et ça, c'est ce qui fait des fautes. Et on l'a vu par le passé. Certaines nations, ils sont sujettes. Et c'est vrai que le point de règlement, il est important, Romain, parce que je vais le préciser un petit peu. Nous, on a la chance de qualifier une équipe. Et du coup, comme notre densité n'est pas aussi grosse qu'aux États-Unis, il y a une vraie sélection. C'est une sélection du relais 4x100. Je ne me trompe pas, hein, Romain, quand je dis ça. Oui, c'est tout à fait. Alors oui, il y a les championnats de France jouent un petit peu dans la sélection, mais en fait, on est plus contraint par le règlement international qui nous, entre guillemets, nous oblige à mettre dans notre collectif relais les qualifiés individuels du 100 mètres. Nous, C'est on a ça. souvent un ou deux. Les Et, États-Unis et en ont pour, trois. et pour le coup, les États-Unis, eux, ont un règlement particulier à la fédération américaine, à USATF, puisque eux, ils qualifient directement pour les relais les 6 premiers des trials. Alors, leur densité et leur profondeur, comme le disait Mehdi, avec leur profondeur de banc, leur permet aussi de qualifier 100 mètres, 200 mètres. Donc Oui. si on a 6 athlètes différents sur 100 mètres et 200 mètres, on peut qualifier 12 athlètes dans le collectif relais 4x100. Ce qui est quand même complètement dingue. Pas 12, mais 9, oui, parce qu'en fait, Oui, les 100 enfin mètres oui, sont oui, d'office c'est dedans, ça. Ouais, et ouais, les c'est 200 ça. mètres, eux, par Ouais, contre, ils peuvent se rajouter, donc ils pourraient en avoir 8, en fait, plus ouais. un remplaçant. Mais je vais aller plus loin, Mais il oui, pourrait y avoir le 400 qui descend sur 100 ou 100 qui monte sur 400. tout à fait, c'est tout à fait Ou, possible. Ou le lanceur de javelot, même, hein, exactement. ou sur la Le perche. lanceur Pas de- complètement. ou le coureur de haie. Il peut, oui, oui, Hein, oui, on oui. pense, on pense bien sûr à Grant Holloway. Bon, allez, je termine rapidement avec un petit tour de table. Mehdi, tu vas commencer, mais c'est de la fantaisie. On sait qu'on a souvent été là-dedans tous les trois. Mais si tu dois me donner ta composition du relais 4x100 américain idéal, je laisse de côté la France parce que c'est subjectif et que vous avez ce devoir de réserve. Mais il connaît pas quatre sprinters Non, américains. Il connaît que du fondeur, mais c'est vrai que une question piège, Samir. Donc je vais donner mon joker et je vais passer mon tour, Bon, mais pas parce que je ne connais pas, allez, pas parce que je ne je vais, connais pas, je, pas parce que je je ne vais, connais pas les Américains, mais parce que je serais incapable de vous donner une composition qui tienne la route. Je suis pas spécialiste de relais. bon, allez, je vais lancer Romain et avec les noms, tu prendras ta chance, Ah ouais. Mehdi. alors attention parce que je vais prendre un risque, mais bon, je vais mettre Bromel au départ. Ah Parce ouais, que, ouais, je vais prendre un Bromel au départ. Je vais mettre Knighton dans la ligne droite opposée. putain, Ouais, parce que j'enlève Bednarek, effectivement, c'est un risque. ah ouais. Euh, ouais. Je vais mettre un Bednarek par contre dans le virage. Ah, tu le Et gardes je quand vais, même dans le relais. bah, quand Ouais, même, ouais. il va vite. Et après, je vais faire finir par contre Noah Lyles. Bon, bah, on a exactement la même composition Romain, à la différence que moi je vais mettre Bednarek ligne droite opposée en 2 et que je vais mettre Knighton dans le Knighton dans virage, le c'est un virage. bon vireur. Ouais. Peut-être que je me joindrai à ta composition quand même. Et puis quand même, si j'ai un changement, je te dis des bêtises Romain, mais je mettrai quand même Coleman, le meilleur partant du monde, faut le mettre au départ. Moi, j'ai un peu peur de sa qualité de transmission. Ouais, Hmm, ouais, c'est vrai. je sais pas, Bon. c'est ça, mais bon. Bon allez, on continue, on est déjà assez long, il nous reste plus beaucoup de temps. On va faire un petit tour d'horizon des résultats du week-end avec le meeting de Doha. C'est allé très très fort Mehdi d'entrée avec le 400 mètres haies. On a retrouvé Alisson dos Santos face à Wilfried Apio et quelle performance du Brésilien, 46-86. Au mois de mai, Mehdi, meilleure performance mondiale de l'année, un chrono sous les 47 secondes, c'est dingue. De toute manière, je suis de l'ancienne école, donc je serai toujours extrêmement étonné des performances si tôt dans la saison qui arrivent à être, comment on peut dire ça, maintenues pendant si longtemps. En général, quand on commence une saison,
on la commence de manière, comment dire, un petit peu progressive. Ou en tout cas, il y a des écoles qui vont rentrer en compétition, sont tout de suite en forme et qui ont quand même besoin de cette compétition pour continuer l'affûtage. D'autres qui s'appuient sur la compétition pour continuer l'entraînement. Mais en général, on s'attend pas à des grosses perfs comme ça dans des petites saisons, parce que ça augure quoi pour la suite? Et c'est ça qu'on se dit quand on voit un 46-86, en sachant qu'on a quelques informations en interne, puisque Wilfried Apio partage plus ou moins l'entraînement du Brésilien depuis quelques temps. On se dit que ça va progresser encore. Ou en tout cas, que ça peut courir encore plus vite. Donc, on est ravis de voir que l'athlétisme mondial se porte aussi bien, mais on attend surtout avec impatience de voir ce que ça va donner en finale olympique. Et on espère que Wilfried Apio, cette fois-ci, sera à meilleure fête et en meilleure forme pour essayer de jouer ses chances, crânement. Il y a des vrais clients. Wilfried Apio, il finit troisième en 49-10. Moi, je le trouve très bien, Romain, sur 150 mètres. Et d'ailleurs, une fois que ce podcast sera fini, vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube l'interview de Wilfried Apio, parce que je me suis entretenu avec lui hier soir. Il finit troisième derrière CJ Allen, 48-39. Il disait, il manque encore un petit peu de coffre, un petit peu de rythme aussi. Il n'a pas tous ses repères, me disait-il, Romain. Oui, bah, je crois qu'il faut vraiment faire la différence, et Mehdi le soulignait, entre je dirais une programmation qui est américaine et une programmation qui est plutôt européenne. La programmation européenne, ça vise plutôt des pics de forme, des moments importants de la saison. La programmation américaine, c'est plus une programmation professionnelle. On va aller chercher tous les meetings possibles, on va pouvoir aller chercher un peu de pognon, et donc il faut être bon toute l'année. Euh, c'est comme ça, et on l'a toujours vu. Donc il ne faut pas forcément s'en étonner. Il ne faut pas que ça fasse paniquer non plus Wilfried, et je pense qu'il est très conscient de tout ça. Il faut surtout se référencer par rapport à soi-même. Il faut voir que c'est sa meilleure rentrée tout temps dans une année olympique, et ça, c'est plutôt bon signe. Ouais, 49-10 donc, devant les 49-12 de Doha de l'an passé, où il était rentré 2 centièmes moins bien. Le programme d'ailleurs de Wilfried Apio, je vous le donne, puisqu'à la fin du mois, il aura le 29 mai, si je ne dis pas de bêtises, Ostrava. Il enchaînera quelques jours plus tard avec Oslo. Ensuite, les championnats d'Europe d'athlétisme, les championnats de France. Peut-être un meeting entre les Jeux Olympiques, mais il risque de refaire une préparation avec un gros bloc de travail entre justement les France et les JO. Et puis derrière, on espère bien sûr une médaille olympique. Je ne vais pas vous demander de vous mouiller, Mehdi et Romain, mais moi, clairement, je le positionne comme une chance de médaille olympique, hein, Wilfried. Si clairement, on peut se mouiller, Samir. Bien sûr qu'on peut se mouiller, bien sûr. Je pense que quand un athlète est aussi ambitieux que Wilfried l'est, ce serait même l'insulter de dire que c'est pas une chance de médaille. On croit réellement aux chances de médaille de Wilfried. Et forcément des autres Français qui sont aussi de très forts. Alors les autres justement, c'est vrai, parlons-en, parce que j'ai eu la chance là aussi de parler avec la nouvelle sensation du 4H français, mais Clément Ducos, Romain, vraie surprise, hein, 47-69 au régional dans le Southern Eastern Conference Championship, malheureusement disqualifié parce qu'il couronne à la 5 ou à la 6, on n'est pas très sûr, donc ce chrono n'est pas validé. Mais il n'en reste pas moins que la forme est là. Ah bah, quand on s'appelle pas Warholm, il vaut mieux pas couronner. Ah, ça c'est clair. Petit message à Carsten, on t'aura à l'œil mon gars, t'inquiète pas à Paris, on regarde les commandements. mais très clairement, c'est vrai que c'est un chrono qui est stratosphérique pour un garçon qu'on a vu arriver l'année dernière, qu'on connaît. On l'avait sélectionné notamment au championnat d'Europe par équipe l'an passé. Garçon qui a la tête sur les épaules, très sympa, qui est parti s'entraîner aux États-Unis, pour qui ça marche très bien. Et qui exploite ses chronos, parce que là, ça fait, je crois qu'il a dû gagner pratiquement 1 seconde 5 cette année. Ouais, exactement. Donc voilà, donc c'est là aussi, en plus, vu avec son université, je crois qu'il est allégé au niveau du programme. Il court moins que ce que d'habitude on demande à tous les autres étudiants pour pouvoir avoir une saison qui sera un peu plus, je dirais, durable et dense sur la fin, notamment pour les Jeux Olympiques. Donc c'est très bien, ouais. Donc Clément, on attend avec impatience de le voir sur le continent européen. Petite question justement équipe de France aussi, Romain, parce qu'on parlait tout à l'heure des coureurs de 200 mètres américains qui pourraient participer au relais 4x100 masculin. Est-ce que justement ces coureurs, parce qu'il y a une grosse densité, Wilfried Apio, Clément Ducos et même Ludwig Vaillant, pourraient faire partie du relais 4x4?
Bien sûr, c'est une option qui n'est absolument pas écartée par Emmanuel Urguin, l'entraîneur national du 4x4, parce qu'on sait très bien qu'un garçon qui va vite sur 400 mètres haies, bon, il y a toujours une part de technique et de déperdition qui, en fonction de sa qualité technique justement, elle est entre 2,5 secondes et 3,5 s'il est vraiment mauvais techniquement. Mais bon, ça tourne dans ces eaux-là. Donc on peut voir que des garçons qui vont vite sur les haies, eh bien, ils peuvent apporter au relais. On l'a vu l'année dernière avec Louis Vaillant. On connaît les prétentions de Wilfried Apio qui voudrait intégrer aussi et était là d'ailleurs sur l'échauffement de la finale à Budapest pour apporter son soutien et s'il y avait eu besoin son énergie au relais 4x4. Donc oui, on pourra compter sur ces athlètes tout en ayant en tête quand même que pour certains relais, l'incompatibilité du calendrier entre l'épreuve Du programme. individuelle et voilà, il faut faire attention, il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas griller ses chances non plus individuelles. Quand on parle de chances de médaille sur 400 mètres haies, il faut pas tout, enfin, faut pas courir tous les lièvres à la fois et tout perdre à la fin. Je reste avec toi, Romain. Le 200 mètres masculin, grosse performance justement de Kenny Bednarek dont on parlait tout à l'heure. 19 secondes 67 sur le 200 mètres à Doha. Le médaillé d'argent de Tokyo réalise une vraie performance et pour moi se positionne vraiment comme un prétendant au titre olympique sur le demi-tour de piste. Ah, l'élève de Dennis Mitchell à Clermont, c'est vrai qu'il a été très impressionnant. On l'avait vu aux Bahamas, hein. Il était dans la droite opposée, vous l'avez dit Samir, face à Marcel Jacob. Et franchement, il n'avait pas du tout rendu les armes. Il avait vraiment fait armes égales Pour moi, avec Marcel. il l'a même mangé. Hein. Je pense Même il que le mange un franchement, peu, donc ouais. on est d'accord. Donc il avait fait un très bon début de saison. Il continue 19,67 là à Doha dans des conditions de vent qui sont plutôt bonnes à Doha, hein. On sait que ce vent là-bas, il souffle un peu dans le dos déjà dans le virage. Il continue dans la ligne droite, mais il est impressionnant. Il est impressionnant. Je pense que il va falloir compter sur lui sur la sélection américaine. Bon, je voulais vous raconter son histoire, mais on se la garde pour la prochaine fois parce que je viens de recevoir un mail pendant que nous sommes en ce moment même sur le podcast et on devrait l'avoir en interview rapidement, Kenny Bednarek. Donc ça va être cool, il pourra nous parler de son histoire, l'ancien footballeur américain issu d'une toute petite fac en division 2. On continue avec le 1500 mètres masculin, Mehdi, parce que là, encore une fois, c'est allé très vite au Kenya, au Kipkeno classique, mais ça a donné Brian Komen 3:32,43 avec une très belle course. Hein. Il était en embuscade et puis dans les 50 derniers mètres, il est parti pour s'imposer face à Timothy Cheruiyot et sa foulée assez atypique. Ouais, Timothy Cheruiyot qui revient un petit peu hein, cette saison, qui a eu 2-3 saisons un petit peu compliquées, qui revient. On le voit au premier plan, notamment en Diamond League maintenant. Donc, je pense qu'il faudra compter sur lui parce que c'est un garçon d'expérience. Ce qu'on peut noter sur les perfs réalisés en altitude, c'est que effectivement, c'est assez notable hein, de réaliser ce genre de performance-là en altitude, que les Kenyans sont capables de le faire en altitude, mais aussi en plaine. Il n'y a pas de grosse disparité de performance. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit que les gros ne sont pas encore sortis, Gebretsen n'est pas encore sorti, Gilles n'est pas encore sorti. Enfin, bref, on a encore une grosse saison de 1500 mètres et notre Français, Zinab, n'attend encore pour sortir. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore des très très gros chronos. En tout cas, pas des chronos qu'on a l'habitude d'avoir depuis 2-3 ans. Encore une fois, les 3,29, 3,28 qu'on voit régulièrement aujourd'hui, on ne les voyait pas, enfin, en tout cas moins régulièrement avant. Mais aujourd'hui, c'est devenu des chronos quasiment de base, en tout cas. Quand on voit 3,32 aujourd'hui, il faut prendre les choses avec des pincettes. La nouvelle technologie, il faudra qu'on en parle, je pense, de manière un peu plus durable. Parce qu'effectivement, c'est un vrai acteur de la performance aujourd'hui. Et on ne sait pas réellement ce que ça apporte comme gain. En tout cas, on voit des performances qui aujourd'hui sont de plus en plus élevées, de plus en plus tôt dans la saison, et qui perdurent aussi. Et ce qui est le plus significatif, c'est qu'on voit des très très grosses performances aujourd'hui dans des finales mondiales ou olympiques. Et là, c'est assez significatif de ce qu'apportent les nouvelles technologies. En tout cas, le 1500 mètres mondial se porte très bien. Il y a une grosse densité. Au-delà d'avoir des grosses perfs, des perfs de pointe, il y a une très grosse densité. Donc, c'est vraiment une discipline qui était déjà difficile à l'époque, mais qui l'est encore plus aujourd'hui. C'est vrai que la densité est forte et d'ailleurs c'est marrant parce que Brian Komen s'est exprimé après Doha en disant que les Kenyans on va revenir, on est sur le chemin du retour, on a besoin de travailler notre vitesse, lui notamment son dernier 400 mètres c'est ce qu'il disait, c'est ma faiblesse, mais avec Reynald Cheruiyot, Brian Komen, Timothée Cheruiyot, c'est 3 Kenyans qui sont en 3,30 assez facilement, ils le disent, on veut déboulonner Jacob Ingebrigtsen, Jake Windman et Josh Kerr qui sont quand même 3 étrangers, un norvégien, 2 britanniques qui ont trusté les derniers
titres, le titre olympique à Tokyo, le titre mondial à Eugene et le titre mondial à Budapest l'an Ah ouais, passé. Ça fait mal au je pense Kenya. que là, pour le Kenya, ça suffit. Je pense que là, ils ont attendu des années parce qu'il y avait l'hégémonie à l'époque, Morcelli, puis Guérouge. Puis effectivement, il y a eu des petits satellites. Mais c'était, enfin, comment dire, j'ai jamais réussi à trouver une continuité sur cette distance-là, quelqu'un 100 mètres qui est la distance traîne du demi-fond, alors qu'eux sont les rois, quelque part, du demi-fond depuis des années maintenant. Et Bah, ils en ont eu un, Mehdi, mais malheureusement, il a été attrapé par la patrouille c'est et ça me fait toujours mal d'en c'est pour parler. ça que personnellement, je préfère pas en parler. Parce que, quelque part, je l'ai subi, donc, donc c'est pas hyper simple. Non, mais c'est vrai que les Kenyans ont toujours eu beaucoup de mal à trouver un vrai leader sur le 1500 mètres, en tout cas d'installer un vrai leader sur le 1500 mètres. Moi, enfin, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on va revoir des leaders de ce niveau-là au niveau mondial, comme il y avait des Elguer Rouge, des Morcelli à l'époque? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, encore une fois, la technologie, elle apporte quoi? Elle apporte de la densité, elle apporte des facilités à des gens qui n'ont pas forcément des facilités techniques. Donc, quelque part, ça crée cette densité-là, ouais, cette densité de performance-là à très très haut niveau. Donc, derrière, quelque part, tu as t'as des gens encore une fois, on pourra aussi en parler assez longuement, c'est la planification. Tu as les Européens qui arrivent à beaucoup mieux planifier une saison que le font les Africains. Les Africains, eux aussi, hein, c'est leur métier, c'est des professionnels, ils vont courir les cachets, ce qui est normal, on l'a tous fait. Les Européens sont un peu moins dans le besoin financier. Ils sont aidés, ils ont des aides au niveau marketing qui sont beaucoup plus importantes que les Africains. Et ça leur permet de mieux choisir leur date et de mieux planifier. Et forcément, on sait que quand on ne fait pas 40 courses dans la saison, il est beaucoup plus simple d'arriver en forme lors des grands championnats. Voilà peut-être encore la différence, peut-être ce qui manque aujourd'hui aux Africains de manière générale, pour effectivement prendre une place durable dans ces disciplines-là qui sont des disciplines hyper changeantes. Bon, comme on est un petit peu en retard, c'est un sujet qu'on abordera à nouveau, mais c'est vrai que moi je trouve que les Kenyans manquent un petit peu de personnalité et de tête d'affiche comme ils ont pu avoir il y a encore 4-5 ans. On pense à des David Rudisha, à des Asbel Kiprop, à des Ezekiel Kemboy. Voilà, il y avait vraiment des gros noms et des gros tauliers qui tiraient vers le haut l'athlétisme kényan. Je vous donne quelques résultats rapidement, histoire d'essayer d'accélérer. Jakub Vadlech réalise 88 mètres 38 au javelot. Ça, c'est une très belle performance, hein, Romain. Ça veut dire que le javelot est en train de remonter. Et puis en plus, on a une belle finale dans le dernier, avec le dernier jet, le dernier essai, puisque Chopra, l'Indien, réalise 88 mètres 36 à seulement 2 cm de Vadlech sur son dernier essai. Et même Anderson Peters, hein, le Grenadien, 86 mètres 62 à son dernier essai. On a un beau trio et c'est en train de monter en puissance, le javelot. Oui, bah, ça fait quelques années qu'on a des lanceurs les victoires en Diamond League se jouent entre 88 et 92 mètres. Et c'est vrai que ces trajectoires-là, c'est très très beau à voir. Et on a ces athlètes qui en plus arrivent à résoudre les petits problèmes de blessures qu'ils peuvent avoir, les problèmes de dos, les problèmes d'épaule pour revenir presque aussi fort qu'avant. Donc ça va donner je pense, cette année encore des belles luttes. 3000 mètres steep très rapidement, Mehdi, on n'en parlera pas, mais je vous donne l'info. Samuel Fireou, 8,07,25, meilleure performance mondiale de l'année. Une belle attaque aux 120 mètres. À la longueur homme, Karem McLeod, 8 mètres 52. Ça, c'est une belle performance, hein, Romain. Devant Tentoglou, 8 mètres 36 et même Simon et Hammer, 8 mètres 30. Petit aparté quand même très rapide, Romain. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un concours de longueur assez dense comme ça à 8 mètres 30. Ouais, bonne condition hein, là-bas à Doha avec des grosses Toujours. rafales de vent hein, dans la ligne droite opposée. Mais c'est vrai que la longueur masculine est en train de renaître. Ça c'est clair. Il y a 3-4 ans, je dirais même 10 ans en arrière, rappelez-vous les Jeux Olympiques de Londres en 2012 où le requin anglais, j'ai mangé son nom. Oui. On va le retrouver. Rutherford. Rutherford, exactement. Qui avait gagné avec 8 mètres 22 ou 26. Donc, c'était vraiment des pertes qui étaient assez, entre guillemets, faiblardes. Même le King Carl s'en était ému en disant les mecs ne sautent plus loin en longueur, ils savent plus sauter. Mais là, on a quelques nations et quelques athlètes de différentes nations qui commencent à vraiment sauter loin. Et encore une fois, quand il y a d'émulation, eh bien, ça fait forcément monter le résultat d'ensemble. On voit Tentoglou, il s'endort un petit peu dans ce concours, mais quand McLeod, il claque 8,50, là, sur le dernier essai, on le voit qu'il se réveille. Un peu tard. L'expert du 6e essai, Tentoglou. Eh oui, mais parce que il est endormi, ce mec. Il est endormi. On dirait déjà, quand il est habillé, on dirait qu'il est en pyjama. Et puis, voilà, on le réveille un peu et ça sort un gros saut.
Belle histoire, Tentoglou, lui aussi, c'est un athlète que j'ai ciblé, qu'on aura très bientôt, avec une histoire assez particulière et atypique, et qui a annoncé que lui, il visait de rentrer dans le top 10 mondial de tous les temps, et pourquoi pas aller chercher les 8,70 m qu'il n'a pas pour le moment, puisqu'il n'a toujours pas réalisé ce type de performance avec un record personnel à 8,60 m. Daryl Neta, belle surprise, hein, on l'avait vu battre en Chine Sha'Carri Richardson sur le 200 mètres, elle s'impose en 10,98 sur le 100 mètres devant Tamari Davis, et puis peut-être la perf aussi, l'une des perfs en tout cas de Doha, Mehdi, c'est Mari Moraa, la Kenyane. Ça, c'est une vraie personnalité pour l'athlétisme kényan. 1,57,91. Elle domine devant Jemma Reeki, qui sera l'une des grosses prétendantes au titre olympique, et Noélie Yarigo, la béninoise qu'on connaît bien en France, puisqu'elle est licenciée en France. Ouais, mais j'ai envie de dire que Mari Moraa, c'est une fille qui nous a, comment dire, appris que c'était une athlète à part. Elle est complètement différente des autres. Elle court de manière totalement différente. Elle a un petit grain de folie qui derrière ramène un petit côté sympathique. Mais c'est une fille qui a déjà fait 50-38, il me semble, sur 400 mètres. Donc rien d'étonnant que ce soit une fille qui arrive à quelque part à trouver un chemin vers 800 mètres et à réaliser des perfs aux alentours du. Alors, j'ai pas toutes les perfs en tête, vous me pardonnerez, mais il me semble qu'elle a fait une 46,03. Quand on a ce panel-là, bah, quelque part, on a beaucoup de mal à être battu. C'est très difficile de battre des athlètes qui sont en capacité de courir vite et en plus longtemps. Et elle, très clairement, en plus, elle a la niaque. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui déteste perdre, même si tous les athlètes détestent perdre. Elle peut-être plus que les autres. Et en tout cas, elle est championne du monde sortante. Donc, quelque part, aujourd'hui, c'est elle la taulière. Ouais, c'est elle la taulière, mais attention, parce que je suis en train de vérifier, Mehdi, en direct, mais effectivement, elle a un record en Ça va. 50-38 au 400 mètres. Il est toujours précis, hein, Mehdi, comme quoi, après, il veut nous la faire à l'envers, genre je suis pas, mais il est là. Hein. Phoebe Gill, Mehdi, petite Britannique, 17 ans. Elle avait réalisé un 400 mètres en salle assez incroyable en janvier dernier en 46 secondes. Elle réalise une 57,86 du côté de Belfast, cette anglaise. 17 ans seulement. Deuxième meilleure performance mondiale de l'histoire junior, record d'Europe junior, minima olympique, avec un dernier 400 mètres dans ce chrono à Belfast, Mehdi, en 56 secondes, 17 ans. Alors, je vais vous dire complètement la vérité, puisqu'on se dit la vérité, on est entre amis. Cette jeune fille, je la connaissais pas la semaine dernière. Ah mais moi non plus, personne, je pense que Je ne personne la savais connaissait. absolument pas qui c'était. Donc forcément, j'en ai entendu parler par les réseaux sociaux et j'ai regardé sa course en préparant l'émission. J'ai un peu préparé l'émission, effectivement. Ce qui est étonnant dans la course qu'elle réalise, déjà, c'est pas un très gros meeting. Elle fait ça dans un meeting, j'imagine, Ouais, un petit petit meeting meeting national anglais, régional régional, anglais à même Belfast. régional anglais. Régional. Ouais, ouais, régional. Elle bat son record de quasiment 4 secondes, ce qui est impressionnant sur le 800 mètres. Et Samir, c'est pas le dernier tour qu'elle fait en 56-56, c'est le premier tour qu'elle fait en 56. Ouais, c'est le Et premier ça, tour. c'est Pardon, si j'ai dit le deuxième, en fait, elle avait pour objectif de passer le premier tour en 58 secondes, elle le passe en Et 56 ça, et secondes. ça c'est assez hallucinant dans le sens où on sait très bien que derrière, quand on est une athlète qui est arrivée au départ de cette course avec un chrono en 2-1, pardon, comment on peut avoir la niaque et le courage de passer en 56-56? C'est ça qui est assez fou et c'est ça qui est beau dans l'aspect. C'est ça qui est beau chez les jeunes, c'est l'insouciance juvénile quelque part. Et on voit que derrière ça tient. Parce que on peut même pas dire que le lièvre l'a aidé longtemps, parce que le lièvre, la lièvre l'a aidé 300 mètres, l'a accompagné 100 Ouais, je mètres. vois. Donc, bon, moi j'ai plus envie de parler du potentiel et plus envie de poser une question sur le potentiel de cette fille-là plutôt que sur la performance qu'elle a réalisée. Qu'est-ce qu'elle est capable aujourd'hui de faire? Mais déjà, est-ce qu'elle est capable de réitérer cette performance? Il va bien entendu falloir le faire pour être qualifié aux Jeux parce qu'on connaît, pareil, la profondeur de bond du 800 mètres anglais. Bah, c'est ce que Très, j'allais vous dire. On l'a vu seul réaliser un chrono comme ça. Maintenant, il va falloir voir face à la concurrence, Mehdi. Et en Grande-Bretagne, la concurrence, elle est là. Hein. J'ai noté les noms, mais Laura Muir, Alexandra Bell et Isabelle Boffet, ça, c'est les trois outsiders. Mais bien évidemment, Kelly Hodkinson et Jemma Reeki, c'est du très très lourd. Les trials britanniques, ils vont être incroyables. ça va être incroyable, surtout qu'on a dans tous les noms que vous avez cités, c'est des filles qui ont fait déjà des très hauts résultats internationaux. Donc, quelque part, on a l'habitude. Savent faire, parce qu'on sait que c'est très compliqué de passer d'une course de meeting à une course de championnat.
c'est pas du tout la même chose, pas du tout la même philosophie. Donc quelque part, quand il y a des gens qui ont de l'expérience au niveau international et mondial de médailles, on a plutôt tendance à s'appuyer sur ces athlètes-là. Donc cette fille-là, va falloir encore qu'elle prouve, elle n'a que 17 ans. Et j'ai envie de dire qu'elle a quelque part une autre chance, puisqu'elle est champion du monde junior cette année au Pérou. Donc peut-être que si les étapes de la carrière de cette jeune fille-là, qui est extrêmement talentueuse, passent d'abord par les championnats du monde. Donc même si elle ne fait pas les Jeux Olympiques, ce ne sera pas une catastrophe pour la carrière de cette fille-là qui a encore énormément de progression, même au niveau technique. On pourra en parler des heures si vous voulez, mais même au niveau technique, il y a encore des choses à faire. Et encore une fois, en termes de planification, c'est une fille qui va avoir aujourd'hui le choix de rentrer dans tous les meetings, dans tous les meilleurs meetings du monde. Et encore une fois, c'est pas la même chose, on le sait. Allez, je vous raconte rapidement son histoire pour finir, mais c'est une jeune femme qui a commencé par la natation avant de se mettre à l'athlétisme, un peu de cross-country, on s'est quand même renseigné, c'est vrai qu'on la connaissait pas, mais elle a quand même été médaillée d'or, Mehdi, aux Jeux du Commonwealth Junior l'an passé à Port d'Espagne, à Trinité et Tobago. Et puis je le disais tout à l'heure, je pense que j'ai fait une coquille, mais elle a couru le 400 mètres en salle en janvier dernier en 54,82, donc grosse performance et à suivre cette jeune femme, Phoebe Gill, 17 ans, britannique. Allez, on termine rapidement avec Béatrice Chebet. Je reste avec toi, Mehdi, sur le 5000 mètres. 14,26,98, meilleure performance mondiale de l'année, là aussi. Au 150 mètres, elle dépose l'Éthiopienne Tai. Encore une fois, là, les Kenyanes, elles vont être là. Ouais, mais densité. Je pense que l'athlétisme féminin kényan est, à mon avis, même bien supérieur en ce moment que l'athlétisme masculin. C'est exactement ce que j'allais dire. Maintenant, il faut rajouter aussi les Éthiopiennes qui sont extrêmement performantes sur ce genre de sujet-là, de distance-là, pardon. Et encore une fois, on a beaucoup de mal à. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On va rejoindre un petit peu le sujet tout à l'heure. On a beaucoup de mal à établir une hiérarchie aujourd'hui sur ces disciplines-là parce que c'est tellement changeant et évolutif que c'est très compliqué aujourd'hui. On voit des niveaux de performance. Samir, Romain, pour lesquels on serait extrêmement étonné, on aurait sauté de joie, on aurait hurlé à l'époque. Aujourd'hui, on devient quasiment blasé de ce Ouais, genre c'est de vrai. performance. Alors que c'est des performances de tout niveau mondial. Et encore une fois, derrière, si on devait désigner une stratégie, une hiérarchie sur ces disciplines-là, ce serait très très compliqué d'en parler. En tout cas, elle marque des points, forcément. En tout cas, grosse densité, on suivra. Je vous donne le résultat de la hauteur. Angelika Topic s'impose 1m94 devant Garishenko 1m91 et Elena Patterson sur la même hauteur. Nawel Meniker, Romain, 1m84. C'est vrai que c'est pas forcément une superbe performance, mais elle finit 10e. Et puis surtout, pour le ranking, c'est intéressant. Ça veut dire qu'elle prend des points dans un gros meeting Diamond League. Donc on la suivra aussi, hein, Nawel Meniker. Oui, surtout qu'elle se rattrape le lendemain aux interclubs avec son club de Exactement. Montreuil en faisant 1m90, et ce qui est un peu 1m90. plus dans ses standards puisqu'elle rate 1m95 de pas grand-chose. Toujours à Doha, Romain, le 100 mètres haies, d'Itaji Kambudji, la sœur de la sprinteuse sur le plat, 12,49 au couloir 7 à l'extérieur, belle performance devant Tonia Marshall, 12,51, mais ce que nous on notera surtout, c'est notre Française Sirena Samba Mayela qui fait un superbe meeting en Floride, 12,52, record de France avec un vent parfait, 1,9 de vent, record de France battu, alors qu'elle réalise en plus vanté 12,44 en finale. C'est la Française en forme, hein, Sirena. Ouais, Serena, depuis le début de la saison, je dirais même depuis cette saison hivernale, nous montre que elle aussi, le choix fort qu'elle a fait de partir aux États-Unis, s'entraîner avec John Coglan, eh bien, ça paye. Ça paye parce que elle a repris une progression qu'on attendait. On avait besoin de voir une fille comme Serena exploiter son potentiel complètement et réaliser ses chronos aux alentours des 12,50. Alors, on sait que pour aller chercher notamment des podiums mondiaux, eh bien, il va falloir redescendre encore un petit peu plus ses chronos, aller chercher plutôt aux alentours des 12,40. Mais elle en a le potentiel, Serena. On la suivra, Sirena, et pareil, ce sera une invitée très bientôt sur le podcast. On pourra justement échanger avec elle et avoir un petit peu ses impressions sur ce changement. Allez, on arrive bientôt à la fin, on a clairement débordé, on a un petit quart d'heure de rab, mais Julian Forte 10-02 au meeting de Jamaïque devant Hakim Blake 10-02, deux garçons qui n'étaient pas performants au World Relays. Sur le 200 mètres, Zarnel Hughes 19,96 devant Fred Kerley 20,17. Petit mot peut-être Romain justement sur Fred Kerley qui à mon sens peine un petit peu, et puis Pablo Matteo surtout 20 secondes 20 qui finit troisième et qui confirme son bon début de saison.
Ouais, mais est-ce que Fred Kerley, il apprend pas de ses erreurs? Est-ce que Fred Kerley, il se dit pas que toutes les saisons, il a commencé comme en trombe, en étant très performant dans le début de saison et en s'épuisant un petit peu, et que là, il repousse un petit peu, justement, comme en parlait Mehdi tout à l'heure, son pic de forme pour être mieux aux trials et certainement mieux aux Jeux Olympiques. Ça, par contre, il faut avoir une petite boule de cristal pour le savoir. On aura certainement justement Quincy Watts, son entraîneur, bientôt dans le podcast qui nous donnera peut-être quelques clés. Pablo Matteo, quelle révélation pour l'athlétisme français. Commence sa saison en 10-17 et 20-25 dans l'Arizona. C'était le 16 mars dernier. 9,92 un Romain vanté par la suite. Et puis un 20,03 magnifique, troisième meilleure performance française de toute l'histoire. Derrière Christophe Lemaître et Michael Zézé. Et puis après un long voyage, il se retrouve ici en Jamaïque pour réaliser 20-20. Homme fort en plus du relais. Qu'est-ce qu'on peut lui prédire, lui, cette saison à Pablo? Ce qu'on peut lui dire, bon, c'est déjà de rester sur cette. Je pense qu'aujourd'hui, il a construit un plateau de performance qui est aux alentours de ces 20-20, 20-15, 20-20. Donc, forcément, quand on a son plateau de performance, on sait qu'il y a une performance de pointe qui doit sortir. Espérons qu'elle sorte au meilleur des moments. Il y aura les championnats d'Europe à Rome très bientôt. Et peut-être aussi abaisser un peu son chrono sur 100 mètres dans des conditions régulières, ce qui lui permettrait aussi d'envisager peut-être le 100 mètres aux Jeux Olympiques sur une épreuve individuelle. Voilà, c'est un garçon qui a passé un petit cap, même si, rappelez-vous, en 2022, il avait fait 10,03 à Albi avec trop de vent aussi, donc il y a 2 ans. Mais comme le disait Mehdi, cette année, il s'épanouit dans son nouveau cadre de vie aux États-Unis. Et c'est très important, cet équilibre entre le sportif et l'extra-sportif. Et ça paye. Rappelons aussi que Pablo, c'est un garçon qui a souvent été embêté par les blessures et là, il est en bonne santé, donc c'est plutôt rassurant. On termine avec les résultats. Triple saut masculin, Jayden Ibert, le Jamaïcain, 17,57 m encore, meilleure performance mondiale de l'année. Lui aussi, ça va être un gros client avec Pablo Pichardo pour le titre olympique et le Burkinabé entraîné par Teddy Tamgo. Et les derniers résultats, Marie-Josée Talou aussi, 10,91 sur le 100 mètres. Elle a fait un petit voyage en Jamaïque pour se dégourdir les jambes. Et quel 100 mètres. Dina Asher-Smith, 22,51 sur le 200 mètres. Et Tobia Moussan, 12,40 sur le 100 mètres haies. Allez, il y avait plein d'autres résultats aussi au SEC Championship, le tournoi de conférence américain. Mais comme on est un petit peu long, on va en rester là. On les postera tranquillement à la suite du podcast. Et puis, nous, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Un petit mot pour la fin, peut-être, Romain? Ah bah, Samir, franchement, si on fait que les émissions aussi longues, moi je vais vous demander des rafraîchissements, à manger, etc. Il Parce que fallait moi, je vais pas. prévoir. Il fallait prévoir. Bon, on avait 2 semaines à rattraper aussi, hein, c'est ce qu'il faut se dire. On avait quand même les World Relays à débriefer et puis tout le week-end athlétique, n'est-ce pas, Romain? Mehdi, pardon. Ouais, ouais, ouais. Et puis moi, je vais faire mon faillot, hein, comme d'habitude. Je vais tout simplement dire que j'étais très heureux de vous revoir, les amis. On va avoir la chance de nouveau travailler ensemble et de faire de très belles émissions, et surtout de faire partager la passion qu'on a en commun, c'est-à-dire l'athlétisme. Eh, la Ouais, prochaine fois, t'as qu'à lui ramener une pomme aussi à Samir. Tu sais, comme les bons élèves, tu ramènes une petite pomme, truc. Ah, mais vraiment, mais je t'assure. Bon, on en reste là, mais c'est vrai que c'est quand même ça aussi l'objectif de cette chaîne et de ce podcast, c'est essayer de se retrouver, de transmettre un petit peu la passion et de parler un petit peu d'athlétisme qui est un petit peu déserté dans les médias, d'avoir aussi pas mal de rendez-vous avec des athlètes, hein. J'avoue que depuis que j'ai repris, là, il y a une dizaine de jours, j'ai plein de retours positifs de beaucoup d'athlètes qui veulent participer. Dès cette semaine, déjà, je peux vous l'annoncer, on retrouvera sur la chaîne YouTube des entretiens avec Wilfried Apio, avec Clément Ducos, avec Sirena Samba Mayela, avec Pablo Matteo pour les Français, Kenny Bednarek et plein d'autres encore qui vont arriver. Donc c'est vous dire que voilà, il y aura une tribune et on espère qu'on pourra partager cette pression avec tout le monde. Bien sûr, Samir. Et puis, comme vous le disiez depuis le départ, il n'y a qu'un seul spécialiste dans cette rédaction. D'ailleurs, Samir, j'ai pris beaucoup de notes pendant le podcast. Merci beaucoup. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est des notes de Romain, pas de vous. Bon les gars, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine. Des bises. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.